Le S&P 500, c'est l'indice boursier le plus suivi au monde. Créé en 1957, il suit au jour le jour la performance boursière des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Historiquement, c'est l'un des meilleurs indices de la planète puisque, dividende réinvesti, il affiche une performance annuelle moyenne de 10,41% depuis 1957. En d'autres mots, 1000 dollars investis dans le S&P 500 en 1957 seraient devenus 800 000 dollars aujourd'hui. Et puisque beaucoup d'entre vous investissent en actions américaines par le biais d'ETF sur le S&P 500, il est important de comprendre de quelle société cet indice est composé et comment il est modifié au fil du temps. Puisqu'en effet, le S&P 500 n'est pas un indice statique. Ainsi, chaque année, une bonne vingtaine de sociétés intègrent ou quittent l'indice. Par exemple, Tesla a intégré l'indice en 2020, Uber en 2021, Airbnb en 2023 et le géant du private equity KKR en juin 2024. Du côté des sortants, on retrouve souvent des sociétés plus petites et moins connues, mais on peut notamment citer le cabinet de recrutement Robert Half qui a quitté l'indice en 2024. C'est donc un indice vivant avec des entrées et des sorties régulières. Et parfois, le timing de ces entrées et sorties est assez surprenant. On le verra notamment lorsqu'on parlera de l'introduction dans l'indice de Tesla en 2020. Mais au fond, qui décide des changements apportés au S&P 500 et sur quelle base? C'est ce que je vous propose de découvrir en détail aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Géré par la société américaine Standard Poor's, le S&P 500 rassemble les 500 plus grandes sociétés cotées aux États-Unis. On retrouve dans le top 10 des sociétés que nous connaissons tous. En commençant par le numéro 1, Microsoft, la plus grande société cotée aux États-Unis qui vaut plus de 3 000 milliards de dollars. Dans le top 10, on retrouve également Apple, Nvidia, Amazon, Meta, c'est-à-dire Facebook, Alphabet, la maison mère de Google, ou encore Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett. Mais ce n'est pas tout puisque le S&P 500 est composé d'une liste impressionnante de multinationales bien connues. Accrochez-vous bien, on retrouve dans l'indice Tesla, Exxon, Visa, Mastercard, Procter & Gamble, Netflix, Walmart, Pepsi, Coca-Cola, Walt Disney, McDonald's, Uber, Pfizer, Philip Morris, Standard Poor's, la société qui gère l'indice S&P 500 et qui est donc présente dans l'indice qu'elle gère, Goldman Sachs, American Express, BlackRock, le numéro 1 mondial des ETF, Nike, Boeing, Starbucks, Colgate, Airbnb, FedEx, General Motors, Ford, Delta Airlines, etc., etc. Bref, une liste incroyable de sociétés dans lesquelles vous investirez si vous achetez un ETF sur le S&P 500. En parlant d'ETF, je vous rappelle qu'en description de toutes mes vidéos se trouve un lien vers mon e-book spécial ETF dans lequel j'explique les 5 critères que je vous conseille d'utiliser pour choisir vos ETF. N'hésitez pas à le télécharger si besoin, c'est gratuit. Et si vous avez besoin d'aide dans la constitution de votre portefeuille de placement, sur educationfinance.eu, vous trouverez tous les détails des services que je vous propose. Mais revenons-en au S&P 500 et voyons maintenant comment Standard Poor's gère l'indice et comment ils sont arrivés à cette liste de sociétés dans ces proportions-là. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Standard Poor's est une société qui gère de nombreux indices boursiers. On va donc devoir se demander comment est-ce que le S&P 500 s'intègre dans la méthodologie globale des indices de Standard Poor's. Alors ce que fait Standard Poor's, c'est qu'il commence d'abord par lister toutes les actions cotées en bourse aux États-Unis. Il y en a un petit peu plus de 4000 et ils vont simplement les trier de la plus grande à la plus petite. Les 500 premières actions en termes de taille dans cette liste, eh bien, ce sont les 500 actions du S&P 500 qui représentent grosso modo 80% de la capitalisation boursière totale du marché américain. Si on continue dans la liste, après les 500 premières, les 400 suivantes sont ce qu'ils appellent l'indice S&P Mid Cap 400. Donc ce sont 400 actions de moyenne capitalisation. Et si on continue encore dans la liste, on arrive sur l'indice S&P Small Cap 600 qui sont les 600 petites capitalisations cotées aux États-Unis. Et donc avec le S&P 500, le S&P Mid Cap 400 et le S&P Small Cap 600, vous avez les 1500 premières
actions cotées aux États-Unis en termes de taille qui représentent ensemble 9 dixièmes de la capitalisation boursière américaine. Et si vous vous posez la question de la performance boursière de ces différents indices, eh bien sachez qu'elle n'est pas très différente puisque depuis 2010, ces trois indices ont en réalité une performance très proche. Mais revenons maintenant à la manière dont Standard & Poor's va classer les actions au sein de l'indice. Comment est-ce que Standard & Poor's va attribuer un poids plus grand ou plus petit aux différentes actions de l'indice? En réalité, je vous l'ai dit, elle va les classer par taille, c'est-à-dire qu'elle va donner plus de poids à Microsoft qu'à une société plus petite, par exemple. Mais en réalité, ce n'est pas uniquement une question de taille. Elle va classer les sociétés par ce qu'on appelle la capitalisation boursière ajustée du flottant. C'est un concept que je vous avais déjà présenté et expliqué en détail dans une précédente vidéo dédiée exclusivement aux indices boursiers et que je vous invite clairement à aller visionner si ce n'est pas encore fait, car il y a vraiment des concepts très importants qui avaient été présentés dans cette vidéo-là. Je vous mets le lien juste ici en haut. Mais donc, qu'est-ce que c'est que la capitalisation boursière ajustée du flottant? En fait, la capitalisation boursière, eh bien, Standard & Poor's va regarder toutes les sociétés du S&P 500. Par exemple, ils vont regarder Coca-Cola. Ils vont regarder le prix de l'action Coca-Cola sur le marché et ils vont le multiplier par le nombre total d'actions qui existent de Coca-Cola. Et ça, c'est la capitalisation boursière. C'est en d'autres mots la valeur boursière totale de Coca-Cola. Et puis, comme Standard & Poor's veut créer un indice boursier, ils ne s'intéressent pas juste à la taille de la société. Ce qui est important pour eux, c'est qu'il y ait des échanges sur l'action Coca-Cola. Et donc, ils vont retirer du calcul toutes les actions qui sont, entre guillemets, bloquées, qui sont entre les mains d'actionnaires dont on sait qu'ils ne vont probablement pas mettre leurs actions en vente sur le marché. Ça peut être des actionnaires de contrôle, ça peut être des particuliers qui détiennent par exemple 5-10% de la société dont on sait qu'ils détiennent ces actions depuis très longtemps, donc ils ne sont pas vendeurs. Et donc en fait, on va retirer du calcul toutes les actions dont on estime qu'en fait, elles ne sont pas amenées à être échangées en bourse. Et en faisant cet ajustement-là, ça va un petit peu modifier l'ordre des sociétés au sein du S&P 500. Si on regarde rapidement, par exemple sur Microsoft, vous avez quasiment 100% des actions qui sont considérées comme étant du flottant, c'est-à-dire qu'elles sont librement échangeables sur les marchés. Sur Tesla, par contre, il y a seulement 87% des actions qui sont du flottant et donc ça veut dire qu'il y a 13% des actions qui sont potentiellement bloquées entre les mains d'actionnaires de long terme. En parlant de Tesla, eh bien justement, creusons un petit peu le cas de Tesla et de son introduction dans l'indice en décembre 2020. Maintenant, passons aux règles qui régissent le S&P 500 et prenons un exemple concret qui va nous être utile tout au long de la vidéo, celui de Tesla qui a intégré l'indice fin 2020. Ce qui est surprenant avec l'entrée de Tesla au S&P 500, c'est qu'elle a eu lieu très tard. À ce moment-là, en fin 2020, Tesla était déjà cotée en bourse depuis plus de 10 ans et elle était déjà, tenez-vous bien, la 6e plus grande société cotée des États-Unis. Avec 616 milliards de dollars de capitalisation boursière au jour de son introduction dans l'indice, Tesla était tout de suite prise en sandwich entre Facebook et Berkshire Hathaway dans le top 10 du S&P 500. Mais pourquoi diable n'a-t-on pas introduit Tesla dans l'indice beaucoup plus tôt ? Ça n'a quand même pas beaucoup de sens de dire que le S&P 500 est l'indice des 500 plus grandes sociétés si la 6e n'en fait même pas partie. Et ce n'est pas sans conséquence puisqu'en traînant à introduire Tesla dans l'indice, le S&P 500 est passé à côté de toute la hausse de l'action. Et on parle quand même d'une performance boursière stratosphérique. Pire encore, depuis que Tesla est dans l'indice, la performance de l'action est inférieure à celle du S&P 500. En d'autres mots, la performance de Tesla avant son introduction dans l'indice était incroyablement positive. Par contre, depuis que Tesla est dans l'indice, elle tire la performance du S&P 500 vers le bas. On est donc en droit de se demander pourquoi Standard & Poor's n'a pas introduit Tesla beaucoup plus tôt. On va trouver la réponse à cette question dans les règles de fonctionnement du S&P 500. Voyons maintenant dans le détail quels sont les critères pour qu'une société puisse intégrer l'indice S&P 500. Bien sûr, elle doit avoir une taille qui la classe parmi le top 500 des sociétés cotées en bourse aux États-Unis, mais il y a plus que ça. D'abord, pour intégrer le S&P 500, la société doit être une société américaine, c'est-à-dire qu'elle doit avoir son siège aux États-Unis.
Ensuite, la société doit être cotée aux États-Unis sur une des trois bourses suivantes, soit sur le New York Stock Exchange, c'est-à-dire la bourse classique, ce qu'on appellerait Wall Street, soit sur le Nasdaq, la bourse des sociétés technologiques et d'innovation aux États-Unis, soit sur le CBOE, le Chicago Board of Exchange. Et ce qui est déjà intéressant de remarquer, c'est que des sociétés cotées sur le Nasdaq peuvent intégrer l'indice S&P 500. Il va donc y avoir des redondances entre les indices boursiers S&P 500 et Nasdaq 100. Si on regarde le top 10 de ces deux indices, eh bien on s'en rend compte très rapidement puisqu'on retrouve des deux côtés Microsoft, Apple, Nvidia, Meta ou encore Alphabet. Autre critère pour intégrer le S&P 500, il faut que la société soit cotée en bourse depuis au moins un an. Critère suivant, un critère très important de solidité financière puisqu'il faut que les sociétés qui intègrent le S&P 500 soient des sociétés en bénéfice sur le dernier trimestre, mais également sur la somme des 4 derniers trimestres réalisés. Et c'est notamment ça qui va expliquer pourquoi Tesla n'est pas rentré plus tôt dans l'indice S&P 500, puisqu'en réalité, au début, Tesla était une société qui ne réalisait aucun bénéfice et c'est ce critère qui a empêché son entrée dans l'indice. Critère suivant, un critère de capitalisation boursière minimum de 14,5 milliards de dollars. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, eh bien, par exemple, une société qui a une capitalisation boursière de 14 milliards, eh bien, en Europe, ce serait par exemple le groupe Carrefour, Bolloré, Renault, Bouygues ou encore Sodexo. Aux États-Unis, une société comme Microsoft a 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, Apple 2 600 milliards, Coca-Cola 260 milliards, General Motors ou Ford ont 50 milliards de capitalisation boursière, etc. Et enfin, dernier critère d'éligibilité pour rentrer dans le S&P 500 est que les actions de la société qui prétend entrer dans l'indice soient régulièrement échangées, c'est-à-dire qu'il y ait une bonne liquidité sur le titre. Et donc Standard & Poor's a mis toute une série de critères à ce niveau-là. On vient de voir tous les critères pour entrer dans l'indice, mais ce n'est pas parce qu'une société respecte tous les critères d'adhésion qu'elle va automatiquement entrer dans l'indice. Puisque pour qu'une société entre, il faut qu'il y en ait une qui sorte. Et c'est là que ça coince puisque Standard & Poor's n'aime pas trop modifier la composition de l'indice. Dans la pratique, ils vont donc essayer de conserver les sociétés le plus longtemps possible. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans les règles de fonctionnement de l'indice. S&P Dow Jones pense que les variations parmi les membres de l'indice doivent être évitées tant que possible. Par moment, une action peut apparaître violer un ou plusieurs critères d'adhésion. Néanmoins, les critères d'adhésion s'appliquent aux actions qui veulent entrer dans l'indice, pas aux sociétés qui en sont déjà membres. En conséquence, une société membre de l'indice qui violerait un critère d'adhésion ne sera pas supprimée de l'indice, sauf à ce que d'autres raisons le justifient. Et ça, le cas de Tesla va à nouveau bien l'illustrer. Lorsque Tesla est entrée dans l'indice, elle a remplacé une société qui s'appelle Apartment Investment and Management, qui avait une capitalisation boursière de seulement 6 milliards de dollars au moment de son remplacement par Tesla, soit largement moins que les 14,5 milliards de dollars imposés aux sociétés qui veulent intégrer l'indice. En d'autres mots, c'est bien plus dur d'entrer dans le S&P 500 que d'en sortir. Continuons notre découverte de l'indice S&P 500 et arrêtons-nous un instant sur la manière dont est calculée la valeur de l'indice. Puisque si vous allez sur Internet, vous allez vous rendre compte que la valeur du S&P 500 est exprimée sous forme de points, actuellement autour de 5500 points. Comment est-ce que Standard & Poor's arrive à cette valeur-là? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, ils vont d'abord lister les 500 sociétés de l'indice. Ils vont faire la somme de la capitalisation boursière ajustée du flottant de chacune d'elles et ils vont arriver à un chiffre évidemment très élevé, probablement en milliers de milliards de dollars actuellement, et ils vont le diviser par un dénominateur qui va les amener autour actuellement de 5500 points. En réalité, ce dénominateur, il évolue à travers le temps. À la base, il a servi probablement à ce qu'à la création de l'indice, eh bien, l'indice commence par exemple avec une valeur de 100 points ou de 200 points ou 500 points, un chiffre rond. Et puis avec le temps, eh bien, la capitalisation des sociétés évolue et le dénominateur aussi va évoluer. On peut à nouveau reprendre l'exemple de Tesla qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est que
lorsque Tesla a été introduit dans le S&P 500, elle avait une capitalisation boursière de plus de 600 milliards et la société qu'elle a remplacée dans l'indice avait une capitalisation boursière de seulement 6 milliards. Donc en réalité, le jour de l'introduction de Tesla dans le S&P 500, si vous ne changez rien à la méthode de calcul, vous allez soudainement avoir 600 milliards de plus de valeur dans l'indice. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas normal, ça ne justifie pas, une entrée ne justifie pas de faire augmenter la valeur du S&P 500. Et donc le jour de l'introduction de Tesla dans l'indice, on va en fait augmenter le dénominateur, donc on va diviser la somme des capitalisations boursières par un chiffre plus élevé pour en fait neutraliser l'introduction de Tesla dans l'indice S&P 500. Et c'est ce que vous voyez sur le graphique d'évolution du dénominateur, où on voit qu'au 4e trimestre 2020, celui de l'introduction de Tesla, eh bien, le dénominateur a soudainement augmenté pour venir neutraliser donc l'impact de l'introduction de Tesla dans l'indice. Et enfin, pour être tout à fait complet, sachez que l'indice S&P 500 est calculé sous sa forme Price Return, sous sa forme Gross Total Return et sous sa forme Net Total Return. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo dédiée aux indices boursiers, vous avez la plupart des indices qui sont présentés sous la forme d'indices Price Return, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte uniquement de l'évolution du prix des actions. C'est un gros défaut des indices et c'est également un défaut de l'indice standard du S&P 500 qui est un indice Price Return. Donc lorsqu'on vous parle du S&P 500 dans les médias ou sur Internet, c'est l'indice Price Return qui vous est présenté, c'est-à-dire un indice qui exclut l'impact des dividendes sur la performance boursière des actions qui composent l'indice. On voit ici la performance historique de ces trois indices du S&P 500 présentés sur ce graphique et on voit que l'indice Price Return est à la trend et que les indices qui incluent les dividendes et le réinvestissement des dividendes sont largement au-dessus en termes de performance, ce qui représente bien mieux la performance que vous auriez si vous investissez en actions américaines et que vous réinvestissez systématiquement les dividendes ou si vous investissez en ETF S&P 500 capitalisant. Voilà tout ce que je voulais vous présenter sur le plus grand indice boursier au monde et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!